vraiment besoin d'un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage, alors que le chômage est en train un peu de repartir à la hausse, Olivier Redoulès? Alors je pense il faut distinguer les deux sujets, c'est-à-dire des effets qui sont plutôt structurels sur ces tours de vis à l'assurance chômage, de la conjoncture en fait. Il n'y a pas forcément, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Puis c'est quelque chose, il me semble, d'assez spécifique sur les cadres, sur rupture conventionnelle. Donc c'est pas forcément. Alors il y a deux sujets. Voilà. Il y avait une lettre de cadrage qui était envoyée par le gouvernement à l'été, c'était le gouvernement Bayrou à l'époque, aux partenaires sociaux, pour relancer, mettre un nouveau tour de vis. C'était déjà du temps de Gabriel Attal sur l'assurance chômage globale. Ça a été abandonné, et pour bien redonner le cadre, le 5 décembre, les négociations avec les partenaires sociaux ne porteront que sur les ruptures conventionnelles, dont on va parler aussi par la suite. Mais au-delà de ça, en fait, on voit, donc il ne faut pas forcément mettre lier les deux immédiatement. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours un système d'allocation chômage qui se distingue par exemple d'autres pays européens par deux traits. Il est un petit peu plus généreux, même s'il y a pas mal de choses qui ont joué, mais généreux pas au sens où, c'est pas des cadeaux, mais de fait où ça permet de recharger ses droits plus rapidement, d'avoir encore un petit peu de permittence, de et des niveaux d'indemnisation beaucoup plus élevés que nos voisins. J'y reviendrai, mais de rester plus longtemps indemnisés, et notamment au-delà d'un certain âge. Donc ça, c'est une phase. Après, il y a un autre sujet, c'est que l'autre trait, c'est de ce dont vous parlez, c'est que on couvre à la fois beaucoup et on indemnise beaucoup. On couvre sur des niveaux de salaire très élevés. On va jusqu'à 4 passes, c'est-à-dire 16 000 euros, 15 000, 16 000 euros par mois. Et on couvre jusqu'à ce niveau-là. Et c'est très coûteux, le chômage, en fait. Le chômage, c'est pas un cadeau, parce que quand vous regardez les taux de cotisation, alors, il y a eu une bascule CSG cotisation en 2018-2019, mais sinon, en fait, on a 6 points de masse salariale. Quand on se compare aux autres pays, le coût payé par l'employeur et le salarié sur l'assurance chômage est très élevé. Donc, on a un système qui est à la fois coûteux, qui est pas très incitatif aussi, qui n'aide pas forcément à la fluidité du marché du travail, et qui n'est pas non plus un cadeau, parce qu'en fait, les gens qui en bénéficient, en fait, ils ont quand même beaucoup cotisé, ou leur employeur. Donc, en fait, on a un sujet plutôt systémique. Donc, un système, si je résume, qui coûte cher et assez inefficace. Qui coûte surtout cher à ceux qui cotisent, d'ailleurs. Et donc, pour répondre à ma question, oui, pour un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage, selon vous. Il faudrait peut-être une réforme plus fondamentale que paramétrique. Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. C'est que moi, je fais partie des gens qui ont une vision un peu anglo-saxonne, mais dans le bon sens du terme. Je ne dirais pas jusqu'aux contraintes que vous avez dans les pays anglo-saxons, parce que là, pour le coup, le tour de vis, il a existé. Oui. C'est juste d'avoir une réflexion fondamentale sur le système que représente France Travail, ou je ne sais plus comment on l'appelle, parce qu'il change de nom tous les 2 mois. Alors, je ne vais pas dire non plus que je voudrais qu'on privatise un petit peu plus ce système. Il existe des systèmes parallèles qui fonctionnent très bien. Mais il y a une dichotomie fondamentale entre quelqu'un qui travaille dans une agence d'intérim ou dans une agence de recherche d'emploi privée, des grands sites internet connus, etc., et les gens qui travaillent chez France Travail, anciennement Pôle emploi. Oui. Là, je pense vraiment aux salariés de Pôle emploi. Parce qu'en fait, moi, je veux bien qu'on fasse des économies sur les travailleurs en baissant les cotisations, en imaginant que ça va les inciter peut-être à être plus actifs dans leur recherche. On a plein d'études qui prouvent que c'est quand même le cas. Malheureusement, souvent, on prend un boulot qui n'est peut-être pas forcément celui qu'on voudrait, et on finit, comme en Angleterre, par prendre le premier boulot qui passe, le temps de. Bon, donc si vous n'avez pas de flexibilité du travail derrière, vous vous enfermez dans une voie qui n'était pas la vôtre. Bon. Moi, j'aimerais bien qu'on ait cette réflexion, de se dire, si on faisait des économies demain sur le système global, il faudrait... Je rappelle que c'était 4 milliards d'économies. Il faudrait incentiver et donner plus de moyens aux gens qui travaillent chez France Travail pour trouver des emplois. Parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui, c'est pas une critique, n'ont pas forcément une bonne rémunération et ne sont pas incentivés à avoir un résultat, à accompagner quelqu'un, un vrai accompagnement. Il y a plein de gens, plein de bonne volonté. Mais c'est pas possible, en fait. C'est des gens qui ont un emploi, qui ont peu de chances de perdre. Ils travaillent pour une agence d'État. Et derrière, ils sont face à des gens qui sont en ultra difficulté. Je pense aux cinquantenaires qui arrivent à la retraite, qui arrivent au chômage, pas encore à la retraite, qui ont encore la fin de son crédit, les enfants encore à la maison. Comment quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans peut former, peut payer, qui ne sait pas ce que c'est que perdre son emploi et qui a peu de chances d'avoir déjà vu une entreprise privée, peut entendre et avoir un discours qui s'entend. Je sais que c'est choquant. Ils sont normalement formés pour ça, c'est leur métier.
ils sont formés pour ça. Mais si vous êtes un chef d'entreprise, et je le suis, et j'ai recruté à la fois chez France Travail et dans d'autres agences, je peux vous garantir que la structuration et la préparation du candidat quand il arrive face à un employeur, il n'est pas la même. Parce qu'en fait, malheureusement, parce qu'un agent de Pôle emploi, de France Travail, il a 15, 20, 30, 40 personnes. Il a trop de gens à suivre. Il ne peut pas les suivre. Il va suivre principalement les gens les plus en difficulté. Oui. Et donc, en fait, il ne va pas faire son vrai travail, c'est-à-dire de remettre des gens qui seraient plus facilement en capacité de retourner au travail et d'être productifs, parce qu'en fait, il a trop de gens à gérer. C'est le libéral texan habituel qui vous dit ça. Mais c'est un sujet, je le défends depuis 10 ans. Si on fait des économies, améliorons le service public. Le système qui va avec. Ouais. Et s'il faut mettre plus de privé pour tirer tout ça un peu vers le haut, faisons un peu de concurrence. Bertrand Rambaud. Écoutez, d'abord, je pense que quand quelqu'un vit le chômage, c'est d'abord un traumatisme individuel. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est un traumatisme familial aussi. Et au-delà de la rémunération, qui est évidemment essentielle pour les gens quand ils quittent leur job, c'est tellement important de revenir au travail. Parce qu'on le sait tous que dans la vie, en étant un peu simpliste, il y a une jambe qui est la famille, il y a une deuxième jambe qui est le travail. Et que si on s'éloigne de ça, je pense qu'on fragilise grandement une population. Oui. Et donc, moi, je pense que le débat, c'est comment pousser les gens, aider les gens à revenir plus rapidement au travail. Et donc, pour répondre à la question précisément, je pense que la durée est trop longue. Il faut qu'on pousse les gens à revenir. Et même s'ils n'ont pas tout de suite ce qu'ils veulent, ils pourront le retrouver après. Mais ne jamais trop s'éloigner du système de travail, parce qu'après, on se marginalise. Alors après, peut-être il peut y avoir des protections par rapport à des périodes plus ou moins difficiles. Je sais que ça avait été évoqué. Il peut y avoir aussi les âges, exactement. Les âges, parce que perdre son job à 50 ans, c'est pas perdre son job à 30 ans. Oui. Et c'est pas du tout l'employabilité n'est pas la même, bien sûr. Et puis, et je rebondis sur ce que vous disiez, en France, je crois qu'on a un taux de chômage qui est un peu en dessous de 8 aujourd'hui. Il y a quand même autour de 7,5, 7, ouais. Je crois qu'il y a des entreprises qui ont du mal aussi à recruter. Il y a aussi donc 300, ça veut dire qu'il y a un sujet d'offre-demande. Et pour aller dans votre sens, vous savez ce qu'on voit quand même avec un État qui est quand même un peu déficient, on le sait, et qui a des sujets de financement qu'on connaît tous, même s'il y a des choses qui marchent bien quand même. Je crois aussi au rôle de la société privée. Oui. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une fondation dans mon groupe qui accompagne des associations. Et le retour à l'emploi, pour nous, c'est majeur. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser des gens en dehors de la société. Et je finance une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Aider des gens qui ont perdu un job, une responsabilité, à revenir, à être dans un cadre, à être aidé, à être accompagné. Donc, c'est des petites choses, hein, mais c'est des choses qui sont très importantes. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas le choix que de redevoir la durée d'indemnisation. Ça, c'est sur le cadre global de l'assurance chômage. La réunion qui se tiendra le 5 décembre concerne les ruptures conventionnelles. Ouais. Les ruptures conventionnelles ont explosé et coûtent désormais 10 milliards d'euros par an. Et ce qu'expliquent certains au ministère du Travail, c'est qu'elles profitent plutôt aux cadres supérieurs, en milieu de carrière, à 35 ans, donc très employables, et qui parfois en profitent pour faire une petite année de césure, partir en voyage, se payer un projet. Est-ce que c'est la réalité des faits, ça, Olivier Redoulet ? Est-ce qu'il faut revoir ce système de rupture conventionnelle ? Je pense que d'abord, la rupture conventionnelle, c'est un élément de flexibilité dans un système dont on a dit qui est à la fois très coûteux et aussi très généreux. Et ça fait partie de ça, en fait, c'est un élément de stabilité. Il vaut mieux une rupture conventionnelle dans le système tel qu'on le connaît, que par exemple des relations qui s'enveniment sur le lieu de travail, que quelqu'un cherche à se faire virer, entre guillemets, pour parler crûment. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, et derrière tous ces petites anecdotes qui reviennent souvent des vacances... On a quand même eu une étude qui notait que 75% des ruptures conventionnelles remplacent des démissions. Oui, mais c'est pas forcément un problème. En fait, ça fait partie... C'est un peu un développement du système, non ? Alors, le sujet, c'est que dans la cotisation... la cotisation chômage, elle est tellement élevée qu'en fait, implicitement, elle recouvre deux fonctions. Elle recouvre une fonction qui est purement assurantielle, qui est celle, en fait, de vous garantir un niveau de vie minimum si tout va mal. Et une fonction, en fait, qui est, au fond, qui est devenue une fonction d'épargne. Les autres pays où vous avez une cotisation plus faible et des droits plus faibles, vous épargnez, vous avez un capital, et donc, en fait, vous savez que vous serez assez peu couvert si vous tombez au chômage, donc vous constituez une sorte de capital personnel, vous prenez une assurance privée. Si vous tombez au chômage, vous
utilisez. Il y aura une indemnité. Nous, en fait, de fait, ça a été mutualisé, cet effort-là. Oui. Et donc, mais cette partie épargne, la question qui se pose, est-ce que c'est intelligent? Pas forcément, parce qu'en fait, effectivement, quand vous retrouvez au chômage, vous n'avez pas la même incitation à retrouver un travail tout de suite. Si on vous dit que vous avez tel niveau de revenu qui est assuré jusqu'à, je ne sais pas, pendant un certain nombre de mois, ça dépend des situations, ou si vous consommez votre capital. Et je pense que ça, il faudrait le revoir. On pourrait avoir un système où on ait des cotisations plus faibles, donc plus de pouvoir d'achat et moins de coûts pour les employeurs, moins de prestations en face, et sans doute aussi plus de flexibilité du marché du travail. Et quand on regarde nos autres pays, ou des autres pays qui nous entourent, où c'est plutôt ce type de modèle qui existe, on voit effectivement, je pense à l'Allemagne, on peut penser aux États-Unis ou autres, où il y a beaucoup plus de flexibilité sur le marché du travail. Voilà. Stéphane, est-ce que vous avez eu des ruptures conventionnelles dans votre entreprise? Très, très souvent. Est-ce que c'était pour des démissions ou est-ce que c'était pour fluidifier des rapports qui se passaient plutôt mal, ce qui est l'objectif premier? Je travaille dans la finance. C'est pour éviter un licenciement. Je travaille dans la finance et la finance digitale. Donc, je le dis souvent sur ce plateau, j'ai une cible de salariés qui ont fait des études. Mais qui semblent être justement les consommateurs privilégiés des ruptures conventionnelles. Des PE de 35 salariés, tout le monde se connaît bien. Donc, en fait, il y avait pas trop de doutes. Oui. Mon associé et moi-même, si on avait imaginé que quelqu'un nous demandait une rupture conventionnelle sans projet derrière pour partir faire le tour du monde ou aller s'installer en Australie, faites-nous confiance pour qu'on ne le lui ait pas accordé. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs au cas où, c'est que c'est quand même bipartite. C'est payant. C'est même tripartite, une rupture conventionnelle. Le demandeur, l'autre partie, souvent c'est le salarié et l'employeur, et la directe, si je ne m'abuse. Donc il y a quand même trois personnes, enfin trois Direction régionale du travail, absolument, trois parties prenantes. Qui surveillent la cohérence de ce truc-là. Alors si on nous dit que les cadres profitent pour partir un an faire le tour du monde, ok, mais alors dans ces cas-là, c'est comme ceux qui grugent le Pôle emploi dont on parlait 5 minutes en envoyant la carte d'identité de leur frère qui leur ressemble. Oui. Ça va représenter quoi? Ça va représenter 1% réellement qui font vraiment ce genre d'utilisation. Après, derrière... 75% des ruptures conventionnelles remplacent des démissions. Pardon, mais si on décide de démissionner, pourquoi on démissionne? Est-ce que ça doit se faire aux frais de la communauté, si je puis dire? Moi, personnellement, j'ai vécu énormément de ruptures conventionnelles qui auraient dû être des démissions, parce que j'ai eu des gens qui étaient passés 3, 4, 5 ans chez nous et qui nous quittaient pour monter leur entreprise. Et qu'en fait, quand ils créent l'entreprise... Mais non, mais est-ce que ça, ils ont vérifié? Parce que ça, c'est important de vérifier. Vous voyez? Parce que pour moi, la rupture conventionnelle, comme le statut d'auto-entrepreneur dont tout le monde veut remettre tout en question... Mais vous voyez bien sur ce point, pardon de vous couper, c'est que là, l'assurance chômage ne remplit pas une fonction d'assurance. En fait, vous choisissez de construire votre projet ou autre, vous décidez vous-même. C'est un peu comme si vous brûlez votre maison pour avoir une nouvelle maison. En fait, la fonction d'assurance n'est pas là. En fait, on l'utilise comme une forme d'épargne. Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont. Alors, je parle vraiment pour moi, puis pour les gens que j'ai. Non, mais c'est intéressant. Même familial. C'est du concret. Vous quittez un poste. Si vous démissionnez, comme moi je l'ai fait il y a 25 ans pour créer mon entreprise, vous n'avez rien. Voilà. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'allocation pendant la constitution de l'entreprise, mais vous prenez un risque. Vous avez l'ACRE, vous avez l'aide à la création d'entreprise, quand même. C'est pas la même. C'est pas le même montant. Parce que quand vous êtes en droit de chômage et que vous débloquez des droits de chômage, en gros, je vous la fais simple, l'ACRE représente quasiment 12 mois que vous pouvez prendre d'un coup, qui peut être un capital social, un capital de démarrage. C'est pas moi qui vais vous dire que c'est une idiotie. Même si c'est une assurance et que ça ne devrait pas rentrer dans le cadre de l'assurance et que la France devrait réfléchir différemment à financer le early stage, mais c'est-à-dire les entreprises qui démarrent. Oui. Mais très clairement, j'ai toujours du mal avec le truqueur. Celui qui contourne le fisc, ça représente pas, c'est pas ça qui met le budget dans le trou. Celui qui gruge la sécurité sociale. Sauf que là, on a vu le coût des ruptures conventionnelles exploser en termes budgétaires. C'est la plus forte progression des coûts de l'assurance chômage. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une forte progression des ruptures conventionnelles? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une forte progression du fait que les salariés veulent changer de job, qui démissionnent, qu'ils soient licenciés ou qu'ils soient en rupture? Il y a peut-être ça comme question à se poser. Bertrand Rambaud. Non, mais écoutez, comme mon cher voisin de droite, j'en ai connu pas mal chez moi. Oui. Et je pourrais dire la même chose. Sincèrement, je ne pense pas beaucoup que ce soit parti faire le tour du monde.
Il y a eu des départs qui devaient arriver. Voilà, on fonctionnait plus ensemble. Et je trouve que là, ce système, il apporte de la souplesse. Il évite de passer des mois à discuter, de rester concentré sur son business pour tout le monde. Enfin, c'est évident pour l'entrepreneur aussi. Cette grande vertu. Et je crois qu'effectivement, ça a aussi permis, par rapport à la population que moi j'ai, à des gens d'aller construire un projet entrepreneurial. Et donc, c'est bien, c'est pas bien. À la fin, si ça marche et s'il crée une boîte, c'est quand même pas mal. En revanche, et je reboucle sur le point précédent, je pense que quelqu'un qui part qu'à 35 ans, il peut pas avoir la même durée de protection du chômage que quelqu'un qui part qu'à 50 ans. Oui. Donc le sujet, je pense qu'il est plus là. Il est sur la rupture conventionnelle. Parce que ceux qui vont faire des voyages pendant un an, on appuie toujours là où ça fait très très mal. Mais vous savez, il y a... On appelle ça des ruptures de confort, quoi. Oui, voilà. mais tous les profils ils ne peuvent pas, légalement, ils doivent pointer tous les mois. Donc déjà, ils ne peuvent pas partir à l'étranger. J'aimerais savoir comment c'est possible, ça. Oui. Bon, déjà, très bien. Déjà. Je veux juste faire une petite aparté. Dernier point. C'est une assurance. Et là, c'est le libéral qui va parler. Alors, je ne parle pas du jeune qui a cotisé pendant 3 ans dans son premier job. Mais à 35 ans, vous avez déjà cotisé, allez, une dizaine d'années, plus un peu si vous avez été en alternance ou si vous avez fait quelques boulots d'été. Donc, vous avez cotisé à votre propre assurance. Absolument. Donc, normalement, si vous vouliez, je vais au bout de la caricature, si vous vouliez prendre un an, j'y ai droit. Pourquoi vous n'auriez pas le droit de le faire? Vous avez cotisé dans cette assurance. Oui, mais c'est une assurance, c'est pas de l'épargne. Et donc, c'est ça, en fait. Une assurance n'est pas de l'épargne. C'est pour ça qu'à un moment donné, un compte qui serait personnalisé, je suis d'accord, tout ou partie, pas à 100%, où en fait on ferait ce qu'on veut. C'est-à-dire si on veut s'arrêter, si on veut l'acheter, je pense que ce serait quand même très important si on veut revenir à une responsabilisation. Parce que là encore, l'argent du chômage, comme l'argent de la sécurité sociale, depuis qu'il y a la carte vitale et qu'on ne paye plus nos médecins et nos pharmaciens, ça a complètement infantilisé le contribuable français, qui a oublié que c'était son argent. Et oui. Donc quand il touche le chômage, il arrive chez ses copains en leur disant « trop bien, j'ai 2 ans, payé aux frais de la princesse ». Ben non, parce qu'en fait, il n'a pas compris que c'était ses parents, ses frères, ses cousins et ses copains qui payaient. Évidemment. Allez, on fait un